Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions, qui avaient envie de parler de ce sujet qui finalement est un peu tabou, je trouve. Tu vois, comment on négocie son premier salaire, combien est-ce qu'on est payé après les études. Une première vidéo, ça a fait genre 70 000 vues en 24 heures. Ouais. Quand t'as pas du tout, quand tu postes rien et que t'as pas d'abonnés, bah tu te dis waouh, c'est génial. Ça c'est trop bien, tu vois, quand tu lis un message comme ça. De la graine, bah oui. Bah tu te dis ok, ce que je fais, ça a du sens et je le fais pas pour rien, tu vois, je parle pas dans le vide. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vision, le podcast produit par Ce Domicilié qui décrypte les parcours et les projets de celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Ce Domicilié, c'est la solution de domiciliation 100% en ligne qui simplifie la vie des entrepreneurs. Créer, transférer et domicilier votre entreprise en toute simplicité. Bienvenue dans Vision, le podcast produit par Ce Domicilié. Bonjour Lorraine. Salut. Merci d'avoir accepté, merci de ta présence aujourd'hui. Alors je vais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es connue sous le pseudonyme de Lo Lévy sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Tu es créatrice de contenu, militante aussi pour le bien-être au travail. Tu es très engagée pour dénoncer les pratiques toxiques en entreprise et surtout aussi informer les jeunes sur leurs droits professionnels. Je dis pas de bêtises. Non, c'est tout parfait. Et t'introduis également des sujets qui touchent à l'entrepreneuriat. Ouais. Alors, quel est ton parcours ? Parce que j'ai l'impression que t'as fait 40 000 choses. Donc, raconte-nous tes études, tout ça. Moi, j'ai fait du droit. Okay. Ensuite, j'ai fait une passerelle. Je suis allée en communication. J'ai fait beaucoup de jobs étudiants pendant toutes mes études, donc j'ai distribué des flyers dans la rue, j'ai fait du babysitting, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé dans un Monoprix, j'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai travaillé dans des escape games, donc disons que j'ai un peu vu ce que c'était de faire des jobs précaires avec des conditions de travail compliquées. Et ensuite, quand j'ai fait de la com, j'ai fait des stages, alternances, etc. Et je me suis spécialisée dans la publicité digitale. Et après, j'ai travaillé en agence de publicité. Et une fois que mes réseaux sociaux, ça avait bien marché, parce que j'ai commencé à faire des vidéos au début de ma carrière, entre guillemets, après avoir été diplômée, au bout de 1 an et demi à peu près, je me suis posé la question de est-ce que je continue là où je suis, à savoir que ça commençait à plus très bien se passer. Dans ton entreprise. Ouais. Il y a eu un changement de management, enfin mon poste a évolué et les conditions de travail me convenaient plus. Et je me suis dit est-ce que je reste, est-ce que je vais dans une autre agence et je continue juste à faire de la publicité, ou est-ce que j'essaye de faire juste les réseaux sociaux, à savoir qu'à ce moment-là, même si je commençais à faire des revenus, je pouvais pas du tout en vivre. T'avais quel âge à ce moment-là ? C'était il y a 1 an et demi. Donc c'était vraiment il y a pas très longtemps. Et je me suis dit, je me lance à 100%, je me laisse quelques mois, je vois comment ça se passe. Et puis si jamais ça marche pas et que je peux pas en vivre, je reprendrai un taf traditionnel, entre guillemets. Et finalement, ça fait 1 an et demi, donc ça va, visiblement. Après, on sait pas de quoi demain est fait, mais... c'est le but aussi des réseaux sociaux, c'est un peu volatile. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur TikTok ? Je pourrais pas dire qu'il y a un truc qui m'a donné envie de me lancer, parce que la première fois que j'ai fait une vidéo, c'était vraiment une vidéo lambda où j'ai juste pris la parole sur un sujet comme n'importe qui pourrait le faire, et en fait la vidéo elle a bien marché et je m'y attendais pas du tout. En fait, justement, comme je te disais, je venais d'être diplômée, j'avais été dans mon premier job et je voyais beaucoup de vidéos qui passaient sur des gens qui étaient en école et qui avaient un peu une certaine désillusion sur la recherche d'emploi, le premier salaire et tout. Et j'ai juste fait un collage sur une vidéo d'une fille qui parlait de ça pour parler de mon expérience. Et en fait, la vidéo, elle a hyper bien marché. En tout cas, c'est pas fait 1 million de vues, tu vois, mais pour une première vidéo, ça a fait genre 70 000 vues en 24 heures. Ouais. Quand t'as pas du tout, quand tu postes rien et que t'as pas d'abonnés, tu te dis waouh, c'est énorme. T'avais pas de notoriété finalement à ce moment-là. Non, pas du tout. Je postais comme tout le monde pour mes potes et pour m'amuser, des trucs de ma vie, tu vois. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions, qui avaient envie de parler de ce sujet qui finalement est un peu tabou, je trouve, tu vois, comment on négocie son premier salaire, combien est-ce qu'on est payé après les études, comment ça se passe au travail dans la vraie vie, tu vois. Et j'ai juste fait des vidéos pour répondre un peu, juste pour partager ce que moi j'avais expérimenté, et ça a marché. Voilà. Comment tu choisis les thèmes que tu abordes dans tes vidéos ? Est-ce que c'est des commentaires des gens que tu reçois ? Est-ce que c'est un vécu aussi ? C'est un mix de commentaires des gens, parce qu'évidemment, il y a des gens qui me posent des questions, que ce soit même en DM ou sous mes vidéos. On va me dire « Coucou, est-ce que tu peux parler de ça ?» ou juste pour me poser des questions. C'est aussi par rapport à l'actualité, parce que forcément, il y a beaucoup de réformes dans le droit du travail, il y a plein de choses qui évoluent franchement presque tous les jours, donc je m'inspire beaucoup de l'actualité pour faire des contenus pour
expliquer, même juste, il y a un projet de loi en ce moment, qu'est-ce que ça va impliquer. Donc toi, tu suis grave l'actualité sur ce domaine-là. Ouais, complètement. Okay. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup la presse, j'essaye d'être à jour au maximum, même si c'est impossible de tout savoir, mais en tout cas, j'essaye. Et aussi, mon expérience, c'est l'expérience de mes proches. Parce que forcément, avec nos proches, on parle beaucoup du taf, comment ça se passe et tout. Et il y a énormément de vidéos que je fais en pensant très fort à des potes à moi qui me racontent des trucs de taf, où je cite pas du coup les entreprises, mais les potes qui regardent savent très bien de qui je parle et la situation en question, tu vois. Et dans les commentaires, t'as aussi des personnes qui reconnaissent la société ou pas? Non. Non. Après, il y a beaucoup de gens qui dénoncent leur société dans les commentaires, mais... Ils mettent le nom carrément? Ouais. C'est hyper souvent, ouais. Et il y a des remontées, il se passe des trucs grâce à ça ou... Ça fait bouger un peu les choses, non? J'ai pas forcément l'impression parce que tu sais les commentaires quand il y en a 500 c'est noyé dans la masse, mais je trouve qu'il y a quand même une libération de la parole sur les conditions de travail, tu vois, avec Balance ton Agency, tous les mouvements comme ça qui ont fait que on se permet plus de dénoncer les dysfonctionnements. Tu parles beaucoup aussi des droits des salariés, de l'importance de les connaître. Pour toi, quel est le plus grand défi auquel les jeunes professionnels sont confrontés aujourd'hui en matière de bien-être au travail? Je pense que quand on arrive dans le monde du travail, on n'a pas du tout les codes et on doit faire semblant de savoir même le langage, tu vois. En entreprise, le langage, il est différent et au début, t'as pas du tout un dico. On veut bien se faire voir, donc forcément, on va en faire un peu plus, on va s'investir à 200% et tout. On va dire oui plus facilement aussi. On va dire oui plus facilement, on va peut-être moins remettre en question certaines manières de faire, etc. Et je pense que ça peut très vite finir soit en juste désillusion de la profession ou du secteur, soit carrément en burn-out ou en perte de sens. Et ça, je pense que c'est un des trucs principaux sur lesquels il faut lutter, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est jeune dans un taf qu'il faut se griller et tout donner dès le début et ne jamais se questionner sur est-ce que c'est légal, est-ce que c'est ok, même tu vois, est-ce que mon manager peut me crier dessus ou m'envoyer des messages le soir et le week-end et me demander de répondre directement. C'est des petits trucs comme ça, en fait, où sur le moment, tu te dis, bon, c'est pas grave, je veux montrer que j'ai de la conscience professionnelle, que je suis impliquée, etc. Et en fait, juste, la plupart du temps, c'est illégal ou c'est abusif. Et comme on n'est pas capable de le remettre en question parce que on veut que ça se passe bien et on veut montrer qu'on est vraiment motivé, impliqué et qu'on veut ce job, ouais. Exactement, je trouve qu'on a tendance à beaucoup plus laisser passer des choses au début. Ça, c'est parmi les réponses que tu reçois, par exemple, de tes abonnés? C'est un truc que moi, j'ai vécu, déjà. C'est un truc que j'ai pu... Ce qui t'a donné envie de te lancer, de faire des vidéos sur ce thème-là? Ouais. Ton expérience à toi? Ouais, mon expérience. Et puis même, quand j'en parlais avec mes potes avec qui on a le même âge, on a fait à peu près les mêmes études, je me rendais compte que c'était vraiment généralisé. Et après, forcément, quand tu commences à en parler, tu vois que, en fait, ça touche énormément de gens. Mais justement, à quel moment, si tes potes, c'est pareil, à quel moment tu te dis, c'est pas normal? Parce que si tout le monde en parle et que tout le monde est, on va dire, pas ok avec ça, mais tu vois que c'est partout pareil. Je pense que le moment où tu te dis, je vais au travail avec la boule au ventre et je pleure à cause de mon travail, là tu te dis il y a un problème quand même, c'est pas supposé être comme ça. Et puis même si tu commences vraiment à t'informer sur les maladies professionnelles, le stress chronique, le burn-out, etc., tu commences à te poser des questions et à te dire que c'est pas normal, même si c'est un sujet tabou et qu'on voudrait faire croire que c'est normal d'être stressé au travail parce que ça veut dire que ça te tient à cœur et que le stress, c'est un moteur. En fait, quand tu commences à vraiment te poser la question de est-ce que mon travail est supposé me gâcher la vie, y a un moment où tu te rends bien compte que même si c'est généralisé, c'est absolument pas normal, en fait. Tu préférais quand tu étais salarié ou maintenant en tant qu'auto-entrepreneur? Je pense que je préfère maintenant, mais il y a quand même... Moi, j'ai envie de déglamouriser l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'il y a vraiment un discours aujourd'hui de tu vas gagner 10K par mois, tu peux travailler depuis une plage 2 heures par jour. Quoi, c'est pas vrai? Non, c'est faux. Ou alors c'est que t'es un arnaqueur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais oui, il y a l'entrepreneuriat, il y a une certaine liberté, c'est trop chouette. Mais il y a quand même beaucoup d'aspects dont on parle pas. Et moi, par exemple, dans la vie de salarié, ce qui me manque, c'est d'avoir des collègues, tu vois. Ah oui, tu travailles seule? Ouais. T'es totalement seule. Comment tu gères ta vie sociale?
J'essaye de passer beaucoup de temps avec ma famille, avec mes amis et tout, mais forcément, j'ai pas du tout le même emploi du temps qu'eux. Tu vois, moi, je peux très bien travailler le week-end et être super libre le lundi, ce qui n'est pas le cas des gens qui ont un job salarié, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu plus dur à manager, tu vois, parce que t'as pas de cadre et que parfois, juste, tu te lèves un matin et t'as pas envie de bosser, mais il y a personne qui peut, je sais pas, aller au cinéma avec toi, tu vois. Donc, j'essaye de me dédier des espaces dans la semaine où je sociabilise, même si c'est pas forcément des espaces de sociabilisation, mais genre le sport. Je fais des cours de chant, tu vois, j'essaye de faire des trucs où je vois des vrais humains et où c'est des moments dédiés à se sentir bien et autre chose que travailler, tu vois. Parce que vraiment, pour toutes tes vidéos, t'es seule du matin au soir, tu tournes seule, tu écris seule, tu montes seule. Ouais, je fais ma compta seule, je fais tout toute seule. Donc c'est un métier hyper solitaire. En vrai, la création de contenu, je trouve que on s'imagine que parce qu'on a beaucoup d'abonnés et que on est en interaction digitale avec des gens toute la journée, ça veut dire qu'on est hyper entouré. Et en vrai, c'est un métier extrêmement solitaire. En tout cas, quand t'es pas en agence ou que t'as pas des équipes avec toi. Donc en vrai, la plupart des créateurs qui sont pas huge, tu vois, c'est hyper solitaire en réalité. Et comment on gère sa santé mentale quand on travaille tout le temps tout seul tu dois avoir des coups de blues aussi. Ouais, complètement. Franchement, en hiver, je pense que c'est le plus dur, tu vois, parce que tu te lèves, il fait froid, il fait gris, il fait nuit et tout. Juste, tu te forces à sortir, tu te forces à, je sais pas, écouter de la musique, tu vois, faire des trucs qui font du bien à ta santé mentale, parce que sinon, c'est vrai que tu peux très vite juste broyer du noir et même ne plus bosser, parce qu'en fait, tu t'as plus envie, quoi. Mais franchement, c'est pas facile et je trouve que on parle beaucoup en ce moment de la santé mentale des salariés, mais c'est important aussi de parler de la santé mentale des indépendants, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on idéalise la vie d'entrepreneur? Parce qu'il y a des inconvénients, il y a des avantages. Mais selon toi, qu'est-ce que tu dirais? Complètement. Je pense qu'on idéalise beaucoup, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de podcasts, genre Yomi Denzel, Oussama Hamar et mais tout. ça, c'est un autre level, quoi. Ouais, mais je pense que les gens s'imaginent que c'est vraiment comme ça quand t'entreprends, tu vois, avec qui veut devenir mon associé, etc. Et en fait, je pense que 90% des entrepreneurs, c'est pas du tout leur quotidien, tu vois. Et le truc, c'est que en général, on parle du moment où t'as réussi, mais sans parler de tout ce qu'il y a eu avant, tu vois, où t'as vraiment galéré, où t'as pas su payer tes factures à temps parce que t'avais pas les sous sur ton compte, où t'as appris à gérer les impôts pro, la TVA, la CFE et que t'étais un peu en mode comment ça marche, tu vois. Enfin, je trouve qu'on parle pas beaucoup des échecs qui mènent justement au succès. Et encore, il y en a qui réussissent même pas, donc faut aussi rappeler ça. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais je pense que en vrai, peut-être que 2 business sur 3 ne sont pas viables sur la durée, tu vois. Et justement, en parlant des choses, des échecs, des trucs compliqués que tu as vécu quand tu as créé ton entreprise, parce que tu étais toute jeune aussi quand tu l'as créée, c'était quoi tes galères? Qu'est-ce que tu as galéré à faire? Qu'est-ce qui était pénible? Ce qui était pénible, c'est que moi, j'étais salariée en même temps. Donc déjà, en termes de gestion de temps, c'était galère parce que j'avais un 40 heures. Un 40 heures en plus. Voilà. J'allais dire un 35 heures, mais non, en 40 plus, heures. je suis en agence de pub, en vrai, tu fais pas 35. Et du coup, il fallait trouver des moments pour bosser dans la semaine. Donc, je me levais plus tôt, je bossais le week-end, je bossais le soir en rentrant. Quand j'étais en télétravail, je bossais sur ma pause déj. Donc, c'est vrai que ça a été difficile à tenir sur la durée. Et je l'ai fait pendant 1 an et demi. Ça a tenu quand même, hein. Ouais, mais parce que ça me plaisait trop, en fait. Et que je le voyais pas forcément comme un taf, je le voyais plus comme une passion, tu vois. Et que je me sentais utile aussi. Donc, j'avais l'impression que j'avais un impact positif. Et après aussi, c'est vrai que tout ce qui est administratif au début, franchement, j'ai fait 1000 erreurs. Enfin, j'ai reçu des courriers des impôts, recouvrement, et j'étais en mode quoi? Mais... C'est ça quand tu vois République française. Avec Marianne, là, tu commences à trembler. Ma boîte aux lettres, je veux plus l'ouvrir maintenant. Mais ça, au début, franchement, je trouve que il y a pas un tutoriel, tu vois. On n'apprend pas ça à l'école, ça c'est sûr. Exactement. Ça, on devrait. La CFE. Est-ce que au début tu t'as reçu un courrier en disant oui vous devez votre CFE machin? Moi je ne savais même pas qu'il y avait une CFE. Je savais pas ce que c'était. En plus on m'a dit ouais c'est la taxe foncière et j'étais en mode mais je travaille de chez moi. Enfin je dois payer une taxe foncière alors que je travaille de chez moi. J'ai pas de bureau dédié à mon entreprise, tu vois. Et je trouve qu'il faut faire beaucoup de recherches et surtout quand tu tombes sur des textes qui t'expliquent, va déchiffrer aussi. Parce que souvent c'est des termes compliqués. Enfin tu vois versement libératoire. Mais c'est vrai, ça veut rien dire. Pour nous, c'est, on va dire, lambda, mais j'avoue que pour ceux qui créent leur entreprise,
Bah, Je c'est connais du pas les chinois. termes. Enfin, franchement. Et pour domicilier son entreprise, est-ce que tu penses que c'est important de domicilier son entreprise via une adresse autre que son adresse personnelle? Ouais. Moi, je pense que c'est Pourquoi? hyper important parce que bah, les gens peuvent avoir accès à ton intimité. En fait, en fait, c'est simple. Tu tapes nom, prénom, société. T'as des pages internet qui sortent avec ton adresse de chez toi. En tout cas, si tu travailles de chez toi. Et je trouve que c'est pas safe. Et enfin, moi, je sais que si j'avais su dès le début que je pouvais me domicilier, je l'aurais fait, mais dès le premier jour. Ah, tu l'as pas fait tout de Non, suite? non, je savais pas. Et en plus, mon adresse, elle a été disponible pendant longtemps sur Internet. Mais T'as vraiment reçu longtemps. des trucs pas cool ou ça allait? Non, heureusement. Mais tu vois, je me disais, j'espère que les gens vont pas taper mon nom, mon prénom et société et vont pas les regarder. Bah, il doit y en avoir des gens malveillants, mais tant mieux. Dans ta Personne n'est communauté, venu sonner à apparemment. ma porte. Tu parles souvent aussi de la nécessité de réinventer le monde du travail. Pour toi, les valeurs qui devraient être au cœur d'une entreprise moderne, ce serait quoi? Je pense que... Pour qu'elle soit performante et bienveillante. Ouais, bah, je pense que déjà, le management horizontal, ce serait vraiment un truc... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des managements pyramidales, tu vois. Donc, il y a le grand chef là-haut, et puis après, tous les autres, La hiérarchie. voilà, dans la hiérarchie. Et donc, si t'es tout en bas de la hiérarchie, bah, t'as pas ton mot à dire. Alors que dans le management horizontal, tout le monde a son mot à dire, tout le monde est écouté, et même si t'es pas là depuis 10 ans et que t'es pas le N+2 ou le N+3, on va quand même venir te demander ton avis, et ça va avoir son importance. Donc, je trouve que c'est quand même plus valorisant pour tout le monde. Et puis surtout, c'est pas parce que t'es pas diplômé bac+10 et que t'as pas 45 ans et 20 ans d'expérience dans l'entreprise que tu n'as rien d'intéressant à apporter et que ton expérience ne compte pas, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ça met quand même un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors qu'en France, on a quand même tendance à avoir un peu un système de valeurs. Plus t'es haut dans la pyramide, plus t'es important, plus on va t'écouter. Alors qu'en réalité, je pense que les salariés et ceux qui sont vraiment tous les jours au contact savent mieux que les gens tout en haut ce qui est important en vrai au quotidien dans l'entreprise. Tu penses qu'il y en a beaucoup qui pratiquent à l'horizontale? Dans les pays nordiques. Que dans les pays, mais en France? En France, je pense que c'est vraiment très rare dans les entreprises libérées, mais bon, c'est vraiment des exceptions. C'est des entreprises un peu... c'est un peu anecdotique, tu vois. Mais on dit toujours, dans les pays nordiques, apparemment, ils vivent super bien, ils sont heureux, alors. Complètement. Et comme quoi, ça marche peut-être. Ils font la semaine de 4 jours dans plein de boîtes et ça marche super bien. Ils sont beaucoup plus autonomes sur à quelle heure est-ce que tu arrives, à quelle heure est-ce que tu pars, quand est-ce que tu bosses, et ça marche super bien. Enfin, moi, je trouve que en vrai, si on voulait s'appuyer sur un modèle, il faudrait s'appuyer sur le modèle des pays nordiques. Tu le conseilles, toi, aux gens? Moi, je recommande à 1000%. Ouais. Est-ce que tu aimerais te développer encore un peu plus? Là, donc, tu es sur les réseaux, TikTok, Instagram, etc. Est-ce que, je sais pas, un livre, un podcast, quelque chose, des conférences même? Est-ce que tu en fais des conférences? Je fais un peu des tables rondes. Ok. Ça consiste dans quoi? T'as des gens autour de toi? La plupart du temps, t'es avec d'autres intervenants et intervenantes. Okay. Et tu vas parler d'une thématique. Bon, moi, c'est 99% du temps sur le monde du travail, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, t'as un sujet abordé. Donc, ça peut être, je sais pas, être une femme dans le monde du travail, être jeune dans le monde du travail, la QVT, enfin, plein de trucs, tu vois. Et donc ça, je le fais de temps en temps. Là, je vais en faire une bientôt sur l'impact du sport sur la santé mentale des salariés. Okay. Avec justement une entreprise qui a une plateforme pour les salariés pour faire du sport. Et du coup, c'est un avantage salarial qui est proposé dans certaines entreprises. Donc, ils organisent... Quoi, dans le domaine du sport, c'est encore différent? Non, en fait, en gros, eux, ce qu'ils veulent partager, c'est que le plus d'entreprises possible proposent à leurs salariés de pouvoir faire du sport et que ce soit financé par les employeurs. Parce que le sport, ça a forcément un impact positif sur la santé mentale et sur la santé tout court. Et la cohésion. Et la cohésion, et sur ton énergie, ta motivation, etc. Et du coup, ils proposent de mettre en place cet avantage-là en entreprise. Trop bien. Ouais.
Donc table ronde, je fais. Conférence, j'avoue que c'est pas forcément encore un truc où je suis hyper à l'aise parce que c'est genre t'es tout seul et tu parles pendant 45 minutes sur une Mais scène. intervenir dans des lycées, parler des réseaux sociaux. Ah ça j'aimerais aussi. trop. Ouais, ça j'aimerais bien, mais on m'a jamais proposé pour l'instant dans des lycées et tout. Un livre, j'avoue qu'on m'a proposé beaucoup de fois, mais pour le moment, je suis pas encore hyper à l'aise avec le concept. En fait, si demain j'ai une idée de sujet de livre et que je me dis vas-y, je veux parler de ça, c'est important. Personne n'en a parlé sous mon prisme. Et j'ai vraiment un truc à partager et ça a du sens, je le ferai. Mais là, pour le moment, j'ai pas eu l'idée, tu vois. Et j'ai pas envie d'écrire un livre pour écrire un livre. Enfin, c'est comme tous les créateurs de contenu qui écrivent des livres, tu vois. Genre, je trouve que c'est un peu cliché. Je ne dirais rien. Non, mais si t'as un truc hyper intéressant à dire, c'est trop cool, tu vois. Mais je trouve qu'il y en a qui le font juste pour cocher la case en mode, c'est bon, j'ai écrit mon livre. Et j'ai pas envie, en fait. Moi, si je le fais, je veux que ce soit un truc bien et que... Puis en vrai, t'as le temps. Ça fait 1 an et demi que tu t'es lancé. Complètement. Enfin, là, c'est... Moi, je trouve que c'est important de aussi laisser maturer le truc, tu vois. Donc, c'est dans un coin de ma tête. Je suis pas du tout pressée. Si ça arrive pas, ça arrivera pas. Et si ça arrive, c'est cool, tu vois. Et podcast, j'aimerais bien. En tout cas, format long. Que ce soit un truc où je filme et que je poste sur, par exemple, YouTube et après, je mets l'audio sur Spotify, par exemple. C'est juste que pour le moment, j'ai pas envie de filmer chez moi un format comme ça parce que je voudrais forcément inviter des gens et tout. Et chez moi, c'est petit. Enfin, ça me saoule. Donc, j'attends de voir dans quelle mesure est-ce que soit une plateforme peut me proposer quelque chose, soit une marque, soit est-ce que j'investis dans ça, tu vois. Mais ça c'est une idée, j'ai déjà un nom de concept, Oh waouh, mais en fait, tu y as réfléchi. Oui, ça c'est bah parce que j'en avais déjà parlé avec une plateforme, mais du coup ça ne s'est pas fait, donc j'avais fait toute une presse avec tout en fait. T'as ton book entier. Ouais. Donc ça c'est un truc, ça finira par arriver, mais c'est juste que ça demande beaucoup de sous et du temps. Et c'est un peu stressant de se lancer dans le grand bain, tu vois. Ah bah, oui, tu l'as déjà fait une fois, pourquoi pas deux? Oui, t'as raison. Franchement. Qu'est-ce que tu penses du rôle des réseaux sociaux? Parce que t'es sur Instagram, t'es sur TikTok. Du rôle des réseaux sociaux dans l'éducation et la sensibilisation aux conditions de travail. Je pense que c'est essentiel. Je pense que si on avait eu ça plus tôt, peut-être que on aurait fait moins d'erreurs. En tout cas, moi, j'ai l'impression que les vidéos que je fais aujourd'hui, j'aurais bien aimé les avoir eues il y a genre 5 ou 10 ans, tu vois. En fait, c'est plus facile. Ouais, tu tapes sur TikTok différents CDI, CDD, t'as la première vidéo qui sort et tu peux tomber sur des trucs hyper quali. Alors qu'avant, peut-être que c'était plus des blogs ou alors il fallait acheter un livre. Enfin, c'était moins accessible. Aujourd'hui, t'as énormément de contenu vulgarisé. Enfin, c'est éducatif, c'est ludique et tout. Je trouve ça trop chouette. Et puis, je trouve que ça libère vachement la parole. Donc, il y a de plus en plus de gens qui partagent des choses et qui décident de eux-mêmes faire des vidéos, se lancer. Et c'est trop bien. Parce que en fait, ça à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui? Courage déjà, parce que c'est une période qui est difficile, donc il faut s'accrocher. En vrai, je pense, parce que il y a quand même une grosse crise du recrutement en ce moment. Mais tout le monde a sa place. Ah, tout le monde a sa place, mais il faut un peu s'accrocher parce que je pense que ça peut être difficile de rentrer dans le monde du travail maintenant. Mais c'est pas une raison pour se laisser intimider ou se laisser exploiter ou se dire bon bah c'est pas grave, j'ai des droits, mais là c'est pas important parce qu'en vrai je trouve que plus on accepte et plus ça va déborder, tu vois. Donc faut mettre les bases dès le début. Ouais, je pense. Savoir poser ses limites sans forcément se rebeller parce que bon, je suis partie à 17h03 parce que j'ai l'impression qu'on est un peu parfois dans le cliché du truc de mon contrat c'est 17h, je pars à 17h. Oui, il y a pas de souci, mais bon, si c'est 5 minutes de plus, parfois ça peut passer quand même. Ouais, faut être conciliant des deux côtés, quoi. Des deux côtés, voilà. Je trouve que c'est important que ce soit équilibré. Enfin, moi, je sais que dans mon ancien taf, par exemple, si j'arrivais 15 minutes en retard et que je partais 15 minutes plus tard, c'était pas un souci, par exemple. C'est équilibre. Voilà. Faut trouver un équilibre. Exactement. Les qualités essentielles pour une personne qui veut se lancer sur les réseaux sociaux ou en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi? Je pense qu'il faut être déterminé parce que tu vas rencontrer des montagnes à escalader. Bah, entrepreneur, de toute façon, c'est ça. Hein, exactement. C'est vraiment en dents de scie. Je pense qu'il faut... Moi, en tout cas, je recommanderais de le faire avec un job à côté au début parce que c'est trop irrégulier, les revenus, et
On sait jamais, en fait, un business, tu peux te dire dans 1 an, finalement, en fait, ça me plaît plus. Enfin, je pense que c'est bien au début d'avoir un peu une sécurité à côté. Ouais. Et pour les réseaux sociaux spécifiquement, je pense qu'il faut être bien accroché parce que c'est quand même un milieu hostile, en vrai, où on va forcément être critiqué. Et peu importe de quoi tu parles, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe d'où tu viens, il y aura toujours quelqu'un pour te rabaisser, pour t'insulter, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de cyberharcèlement. Ça concerne tout le monde. Évidemment, plus les femmes, plus les personnes racisées, etc. Mais tu peux être la personne la plus légitime à parler de ton sujet. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas le cas. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu racontes n'importe quoi ou que c'est pas intéressant. Ouais, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, on est Tu les lis quand même ou t'essayes de faire abstraction et... Je les lis déjà parce que t'es obligé pour modérer. Enfin, tu vois, il y a des gens parfois qui écrivent des trucs, je sais pas, homophobes ou des trucs racistes. Ça, par exemple, je veux supprimer. Donc, je suis obligée de lire déjà pour modérer et puis aussi pour répondre parce que parfois, juste, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Enfin, moi, ça me fait rire dans le sens où parfois, je fais une vidéo. Vraiment, il y a les sources du code du travail en légende. Ouais. Les gens disent non, c'est faux. Bah, excuse-moi, mais juste regarde la légende en fait. En fait, si c'est des commentaires négatifs mais constructifs, moi je réponds, il y a pas de souci. Bien sûr. Après, dire. Et quand c'est attaquer pour attaquer. Voilà, dire t'es hyper moche, je déteste ta voix, je t'embaucherai jamais. Ça n'a aucun intérêt et malheureusement, c'est pour ça que je pense que c'est important de le dire. N'importe qui va publier une vidéo sur les réseaux sociaux aujourd'hui s'expose à ça. Donc, faut être accroché. Et par rapport à la question juste avant sur les personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu leur dirais de s'accrocher et surtout de faire des sacrifices? Est-ce que toi, t'en as fait des sacrifices pour en arriver là? Je pense que t'es obligé à un moment de faire des choix, en tout cas. Je sais pas si c'est des sacrifices, mais forcément, choisir, c'est renoncer. Exact. Je pense que quand c'est ton truc et que t'y crois vraiment, peut-être que tu perçois moins ça comme un sacrifice, mais en tout cas, c'est sûr que ça demande des efforts. Là, il y a pas de secret. Enfin, je veux dire, rien ne tombe tout cuit dans la bouche, tu vois. Ce serait trop bien. Ce serait génial, mais ou alors ça veut dire que t'as hérité de l'entreprise de papa et maman et du coup, bon, tant mieux pour toi, mais forcément, c'est pas pareil. Moins de mérite, on va dire. Mais je pense que quand c'est ton truc, c'est moins difficile de faire l'effort, tu vois. Quand c'est ton projet, que tu y crois, que ça te plaît, et puis surtout, à la fin, tu te dis que si ça marche, l'argent, ça va dans ta poche, et pas dans la poche de ton patron, qui va tout le temps te payer la même chose, peu importe si ça marche ou pas. C'est quand même plus motivant. Faut être passionné. Faut être passionné. Mais il ne faut pas faire ça que pour l'argent, par contre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent, que ce soit dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux et tout, en se disant je vais devenir millionnaire et tout. Si tu le fais que pour ça, ça va jamais marcher. Et surtout, il y a vraiment très peu de chances de devenir millionnaire. Ouais. Donc bon. C'est que des cas particuliers. Par où commencer lorsqu'on veut créer un environnement de travail plus humain et sain dans une entreprise? Toi, si t'étais là demain, tu retournais en entreprise, qu'est-ce que t'aimerais, par où tu commencerais pour changer les choses? Je pense plus d'échanges, tu vois, justement, c'est pour ça que je te parlais de management horizontal, plus d'échanges entre les managers, les employeurs, les salariés pour essayer de trouver des compromis qui fonctionnent pour tout le monde. Moi, je trouve que il y a un peu encore aujourd'hui un truc de fliquer les salariés. Tu vois, l'autonomie, c'est compliqué. Et ça, je trouve que c'est hyper important, surtout pour la nouvelle génération, qu'on nous fasse confiance, qu'on nous écoute, qu'on soit plus flexible, en fait, plus de flexibilité sur les horaires de travail, sur le lieu de travail, sur même les jours de travail. Si j'ai envie de venir 4 jours cette semaine et que j'ai fait toutes mes missions et que j'ai rempli tous mes objectifs, est-ce que vraiment c'est important que je vienne un 5e jour? Enfin, la semaine de 4 jours, c'est mon idéal, mais bon. Mais je pense plus de flexibilité, plus d'autonomie, plus d'écoute, plus d'empathie et je pense que c'est aussi du cas par cas, tu vois. Enfin, par exemple, il y a des gens qui vont adorer faire du 100% télétravail et il y a des gens qui vont avoir besoin de contact. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est important d'écouter chaque besoin pour proposer un truc qui convient à tout le monde. Tu trouves ça cool, c'est suite au Covid, le télétravail, que de plus en plus de boîtes laissent le choix à ses salariés de choisir s'ils veulent être en TT ou en présentiel? Je trouve ça très cool. Après, moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent je suis en TT, ils sont en pyjama, pépouze dans le canapé, tu vois. Après, l'employeur, il s'en rend vite compte, je pense, en vrai de vrai. Si quand t'es en TT, tu réponds pas au Slack, tu réponds pas aux mails, tu mets pas ta cam pendant les calls et tout. Bon, je pense que
il y a un moment où tu vas avoir un petit one-to-one avec ton manager. Mais moi, je trouve ça très cool parce que ça permet justement cette flexibilité et puis t'as moins enfin, dans ta journée, tu vois, tu peux t'organiser autrement. T'as pas les transports en commun. Si t'as envie de faire du sport sur ta pause déj, tu peux. Si tu veux faire tourner ta machine, je trouve que c'est quand même une qualité de vie qui est différente. Après, il y a des gens qui aiment pas le télétravail. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de proposer le choix, en fait. Si t'as envie, ça existe, c'est une option. Mais par contre, je trouve que l'imposer, c'est problématique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, en fait, de bosser de chez eux, qui sont pas du tout productifs et qui vont le subir. Si toi, tu avais la possibilité d'être quelques jours en présentiel et quelques jours en TT. Et moi, je le ferais, ouais. Ouais. Est-ce que ça te plaise vraiment? Je trouve que, tu vois, les pauses déj avec les collègues, c'est cool. Rigoler à la machine à café, c'est cool. Je trouve que quand tu fais 100% du télétravail, en tout cas, moi, avec ma personnalité, où je suis assez sociable, au bout d'un moment, ça te gonfle un peu, tu vois. Enfin, surtout que moi, je travaille de chez moi. Donc, chez moi, c'est chez moi, mais c'est aussi mon bureau. Et du coup, j'ai vraiment du mal à... dissocier. Ouais. Alors que si j'avais des bureaux physiques, je pense que ce serait plus facile. Parce qu'en fait, tu t'arrêtes pas. Bah ouais. Ou alors tu te fixes des horaires, tu te dis voilà 19h. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Comment tu définirais ton rôle aujourd'hui sur les réseaux? Je pense que j'essaye d'apporter des infos qui puissent aider des gens, d'avoir un impact positif je m'adresse pas forcément que aux salariés, je m'adresse aussi à des managers, à des RH, à des employeurs. Et il y en a parfois qui me disent, franchement, au début, j'étais réticent. Et puis maintenant, j'écoute ce que tu dis. Et il y a certains trucs que j'ai mis en place dans ma boîte et ça marche mieux. Et je suis en mode, génial. Amen. C'est génial. Ça, c'est trop bien, tu vois, quand tu lis un message comme ça. De la graine, mais oui. Bah, tu te dis, OK, ce que je fais, ça a du sens et je le fais pas pour rien, tu vois, je parle pas dans le vide. Et juste, au maximum, libérer la parole et montrer que c'est pas des caprices en fait, tu vois, de demander à prendre en compte la santé mentale, de demander à considérer les salariés, etc. C'est pas des caprices, c'est juste ça, c'est avantageux pour les employeurs et pour les entreprises parce que un salarié qui est heureux, qui se sent bien dans son travail, il va travailler mieux, il va rester plus longtemps, il va pas être en arrêt maladie, il va pas avoir envie de démissionner, enfin. Puis il va être hyper joyeux quand il arrive au travail. Et franchement, quand t'as une personne hyper négative, ça te pèse aussi sur ton moral, hein, sur complètement, l'équipe. Complètement. En général, ouais. Donc, voilà. Et d'ici 5 ou 10 ans, comment tu vois l'évolution du monde du travail? Ah, c'est difficile, 5 ou 10 ans. En plus, c'est long, donc... Bah oui et non. 5 ans, c'est demain. Ouais, mais tu sais, il peut se passer 1000 trucs entre-temps. Tu vois, déjà, quand tu regardes les réformes chômage, il y en a eu 4 au cours des 2 dernières années. Donc, moi, j'espère, dans mon idéal, que on va vraiment plus se concentrer sur les besoins des salariés et faire en sorte que les gens aient envie de travailler et soient plus productifs, mais pas en passant par on va leur mettre des objectifs de dingue, on va les stresser et tout. Au contraire, on va leur donner des conditions de travail adéquates et qualitatives et du coup, on va leur permettre de vraiment s'épanouir dans leur carrière et tout. Moi, mon goal, c'est semaine de 4 jours, mais un grand rêve, mais j'aimerais bien. Et pas semaine en 4 jours, semaine de 4 jours, donc travailler moins, mais mieux, avec le même salaire. Ça marche, hein. Vraiment, ça a été prouvé. Et j'espère que il y aura plus de formation en interne sur la santé mentale, sur le sexisme, sur le racisme, tu vois, pour faire en sorte que ce soit moins un milieu hostile. Pour toi, il n'y en a pas assez travail dans les entreprises? Non. Ah ouais? Non. Non, je pense que, tu vois, dans le commerce, dans la restauration, même à l'hôpital, enfin, quand t'entends certaines personnes qui travaillent là-bas qui te disent que c'est normal, un chirurgien qui met une main au cul à une infirmière. Bah oui, évidemment, tout est J'ai l'impression qu'on est encore en 1930, tu vois. Okay. Donc, ou alors, je sais pas, les formations sont pas bien faites, mais en tout cas, il y a un problème, tu vois. Plus de sensibilisation, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De faire des chroniques dans un média. Ok. J'aimerais trop. Radio, télé. Moi, j'adore la radio. Ok. Après, si c'est télé, c'est pas grave. Hein. Je prends aussi. Je prends. Mais j'aimerais beaucoup. Sur la santé mentale. Enfin, sur le bien-être au travail. Ouais. Ouais, je pense sur les actus, sur, tu vois, les réformes. Moi, j'aime bien critiquer Macron, donc. T'as déjà fait des demandes auprès des radios? Non. Pas encore? Non, moi, je suis le genre de personne, j'attends que ça vienne à moi, donc ça peut prendre 10 ans. Hein.
Faut se lancer, non? Tu l'as pas dit tout à l'heure? T'as raison. Faut oser. Je vais te faire maintenant un petit jeu. Donc, en 1 minute chrono, je vais te faire des propositions. À toi de me dire si c'est plutôt OK, si c'est même totalement OK, ou si c'est pas OK. On te laisse gérer tes horaires et tes missions. C'est OK. On te demande un compte-rendu de tes missions à la semaine. C'est plutôt OK. Les vendeurs de formation. OK ou pas OK? Pas trop OK. Ton laptop perso suffit, pas besoin d'IT. Non, pas OK. Le baby-foot dans l'open space. OK, mais bon, c'est pas ça qui va te rendre épanoui dans ton taf. Hein. Bah, ça fait une petite pause. Si tu peux prendre ta pause. Si tu peux prendre ta pause. Si la pause existe. Les anglicismes. C'est OK. Ton manager relit tous tes mails avant de les envoyer. Pas OK du tout. Un one-to-one avec ton manager toutes les semaines. C'est OK s'il y a un vrai échange, un vrai partage et que c'est pas juste me fliquer et me prendre la tête. Les entretiens collectifs. Non, c'est pas OK. Les open space. Si c'est en flex office, j'aime pas. Si c'est un open space où j'ai mon bureau avec ma plante, c'est OK. Avec ta plante, très important la plante. Les cas d'études en entretien d'embauche. Non, c'est pas OK. Le dress code en entreprise. Ça dépend de l'entreprise. Donc, ça peut être OK. La petite pause matchée entre 2 tâches. C'est OK. Les séminaires. Moi, j'aime pas. Pourquoi? Parce que le week-end, j'ai envie d'être avec mes potes, en fait. J'ai pas envie d'être avec mes collègues. Mais tes collègues, ça en peut bien Ardèche. tes potes. Oui, d'accord, mais c'est imposé. Genre, si j'ai envie de les voir en dehors du taf, c'est moi qui choisis, tu vois. Mais je trouve que souvent, c'est genre, ah, venez, on va faire des activités. Et en vrai, c'est juste du taf en plus où je dois être dans mon milieu de taf et prendre sur moi, tu vois. Tu penses vraiment que les entreprises, elles travaillent en séminaire? Moi, en tout cas, dans les séminaires que j'ai fait, ouais. on a bossé, ouais. Oh, l'enfer. Ah non, OK. Les after-work. C'est OK si on n'est pas forcé d'y aller et que ça se passe bien. Les Secret Santa. Ça me gonfle, non. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que c'est pareil, si j'ai envie de faire un Secret Santa avec mes collègues avec qui je m'entends bien, OK, mais c'est mon choix. Mais par contre, le fait de dire tout le monde doit faire un Secret Santa, tiens, t'as Monique de la Compta, alors que c'est pas ta pote, j'ai pas envie de dépenser 15 € pour Monique de la Compta, tu vois. Les primes sur objectif. C'est OK si les objectifs sont atteignables. Les entreprises où tu badges. Non, ça c'est ma phobie par contre. On en parlait tout à l'heure. Si tu arrives 15 minutes après, tu termines 15 minutes ouais, mais après il faut se faire horaire. confiance, je trouve. Oui, voilà. Si tes tâches, elles sont terminées, bon, c'est OK. Les community managers qui veulent filmer les équipes. Si les équipes sont d'accord, si elles y voient vraiment un avantage, enfin, je sais pas, est-ce que tu vas avoir un bon cadeau à la fin du mois parce que tu as participé aux vidéos. Mais franchement, je trouve que souvent, c'est malaisant. Le personal branding sur LinkedIn. Non, ma phobie. Vraiment, ça me met mal à l'aise. Et pourquoi, là? J'ai l'impression que c'est hyper hypocrite, les gens sont là en train de se mousser. LinkedIn, quoi. Ouais. Franchement, pas ma plateforme préférée. Les pots de départ. C'est OK. Et les cagnottes de pots de départ. Bah, si je veux pas y participer, j'avoue, je supprime juste le mail. Hein. En vrai, t'es pas obligé, personne t'oblige, je pense. Ce que j'aime pas, c'est quand on te relance 18 fois pour donner pour quelqu'un que tu connais à peine. Et... Merci beaucoup, Lorraine, d'avoir participé à ce podcast Vision. On a appris plein de choses grâce à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission produite par Ce Domicilier. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer, Ce Domicilier vous accompagne dans la création, dans le transfert et la domiciliation de votre entreprise. Et que vous soyez client ou non, il propose également une assistance juridique. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire en commentaire l'entrepreneur que vous souhaitez voir dans le prochain épisode. À bientôt.